Des milliers de Nigériens ont manifesté hier à Niamey contre le groupe islamiste Boko Haram. La mobilisation intervient après une série d'attaques meurtrières du groupe dans le sud-est du pays. Au Nigeria, l'ancien président Olusegun Obasanjo a publiquement démissionné du Parti démocratique populaire, le parti au pouvoir, une défection qui intervient à 6 mois des élections. Fausse alerte, l'ex-président islamiste égyptien Mohamed Morsi ne sera pas jugé dans un 5e procès pour incitation au meurtre, comme annoncé par certaines sources. Bonjour à tous et merci de prendre ce rendez-vous de l'information sur SICA. Des milliers de personnes ont manifesté hier à Niamey contre le groupe islamiste Boko Haram. La mobilisation intervient après une série d'attaques meurtrières du groupe dans le sud-est du pays. La manifestation vise à soutenir les forces armées nigériennes au front. Plus de précisions à travers ce reportage. Ils sont plusieurs milliers de Nigériens à battre le pavé ce mardi pour une marche républicaine. Marche dont l'objectif est de soutenir les forces de défense et de sécurité nigériennes qui combattent la secte islamiste Boko Haram, une secte qui a attaqué pour la première fois le Niger, notamment les localités de Difa et Bosso le 6 février dernier. En tout cas, c'est une union sacrée comme on l'a souhaité le président de la République. Vous voyez vous-même qu'aujourd'hui, ici sont réunis toutes les différentes couches sociales de notre pays. Tout le monde est là, personne n'est resté en marche de cette marche. Je me sens nigérienne et il faut qu'on défende ce pays, il faut qu'on soutienne les forces de FDS, les militaires, pour que vraiment on sorte le Niger du pétrin. La marche est partie de la place Toumont pour s'ébranler à la place de la Concertation, soit une distance d'à peu près 3 km. À la place de la Concertation, les manifestants ont retrouvé le président de la République qui les attendait en compagnie du Premier ministre, des membres du gouvernement, des députés ainsi que des responsables des autres institutions de la République. Les épouses du président de la République étaient également de la partie. Sur place, les forces vives de la nation qui ont organisé cette marche républicaine ont publiquement présenté un mémorandum, signe de leur engagement aux côtés des forces de défense et de sécurité. Le peuple nigérien, dans sa diversité, dans une unité d'action sans égale, s'est mobilisé aujourd'hui comme un seul homme pour défendre notre pays injustement agressé par Boko Haram. Nous sommes résolument engagés aux côtés de nos forces de défense et de sécurité à mener une bataille sans merci contre ces groupes terroristes, même s'il faut pour cela que chacun de nous soit enrôlé dans l'armée. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a salué cette initiative et réaffirmé la détermination des autorités nigériennes et des forces de défense et de sécurité à mettre hors d'état de nuire la secte islamiste Boko Haram. Boko Haram nous a agressés. Mais, chers concitoyens, on n'attaque pas le Niger impunément. On n'attaque pas le Niger impunément. Et Boko Haram l'a appris à ses dépens le 6 février dernier. Inch'Allah, Inch'Allah, le Niger sera le tombeau de Boko Haram. La manifestation s'est achevée dans le plus grand calme avec l'engagement de redoubler de vigilance et surtout de collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Seul grand absent de cette marche républicaine, l'opposition nigérienne qui estime que la manifestation visait plutôt à rehausser l'image du président de la République qui a perdu, je cite, la confiance de son peuple. Au Nigeria, l'ancien président Olusegun a publiquement déchiré sa carte de membre du Parti démocratique populaire PDP, le parti au pouvoir. Une défection qui intervient alors qu'il avait récemment accusé le président Goodluck Jonathan, candidat à sa propre succession, d'être prêt à frauder pour remporter la présidentielle du 28 mars prochain. Une situation qui risque de conforter une fois encore le candidat de l'opposition, Muhammadu Buhari, dans la course. 6 semaines avant l'élection présidentielle au Nigeria, l'ancien président Olusegun Obasanjo a quitté sur un coup d'éclat lundi soir le parti au pouvoir dont il était un pilier. Une information confirmée ce mardi par la présidence et le parti.
Le départ d'Obasanjo handicape le PDP et pourrait donner l'avantage à l'APC, principal parti d'opposition, pour la prochaine élection. Ancien général, Obasanjo a dirigé la junte qui a contrôlé le Nigeria entre 1976 et 1979 avant de devenir en 1999 le premier président démocratiquement élu à la fin des dictatures militaires. Il est resté depuis un mentor du PDP, le parti au pouvoir, et jouit d'une large popularité. Son soutien à Goodluck Jonathan lors de son élection en 2011 avait été déterminant. Mais les relations entre les deux hommes se sont détériorées depuis. Obasanjo a récemment déclaré que Muhammadu Buhari, le principal rival de Goodluck Jonathan pour la présidentielle, saurait mieux comment combattre Boko Haram et faire reculer la corruption endémique dans le pays. Rappelons que la présidentielle sera couplée avec les élections législatives et sénatoriales le 28 mars prochain et seront suivies en avril par les élections des gouverneurs et des assemblées des États. En bref, à présent, l'ex-président islamiste égyptien Mohamed Morsi, destitué en 2013 par l'armée, ne sera pas jugé dans un 5e procès pour incitation au meurtre lors de manifestations ayant eu lieu le 14 août 2013. L'information a été confirmée par des sources judiciaires et des médias officiels mardi soir. Plus tôt dans la journée du mardi, d'autres sources avaient indiqué que Mohamed Morsi sera jugé le 23 février dans un 5e procès, mais le nom de Morsi ne figure pas dans cette affaire qui sera jugée par un tribunal militaire. L'ancien président, faut-il le préciser, était au moment des faits détenu par l'armée dans un lieu tenu secret et coupé du monde. Restons en Égypte où le président Abdel Fattah al-Sisi a estimé hier mardi que le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait adopter une résolution permettant une intervention militaire internationale en Libye. Selon le président égyptien, le chaos qui règne en Libye ne menace pas seulement l'Égypte, pays voisin, mais aussi toute la région et l'Europe. Voici un extrait de la déclaration du président égyptien. Oui, il n'y a pas d'autre choix. En prenant en compte que le peuple libyen soit d'accord et que le gouvernement libyen soit d'accord et nous appelle pour agir. Nous considérons tous les Égyptiens comme étant nos enfants, nos frères et on ne peut pas faire de distinction entre ce qui s'est passé. C'est un crime haïssable contre l'humanité, pas uniquement contre les Égyptiens. Et ce message, je l'adresse aussi aux Européens et aux Français en particulier. Le président français, il y a 4 mois, lorsque je l'ai rencontré, je lui ai dit faites attention, ce qui se passe en Libye va transformer ce pays en un terreau qui va menacer l'ensemble de la région, pas uniquement l'Égypte. L'Égypte, le bassin méditerranéen et l'Europe, il faut traiter ce problème parce que la mission n'a pas été complétée, n'a pas été achevée par nos amis européens. Nous avons abandonné le peuple libyen prisonnier de milices extrémistes. Et parlons justement de la Libye, le pays a marqué le 4e anniversaire du déclenchement de l'insurrection qui a renversé le régime du dictateur Mouammar Kadhafi. Un anniversaire sur fond de crainte d'une montée en puissance du groupe djihadiste État islamique dans ce pays, plongé dans le chaos. 4 ans après la chute de Kadhafi, le bilan de la révolution reste mitigé. Reportage. En faisant tomber le régime de Mouammar al-Kadhafi en 2011, les Libyens rêvaient d'un Dubaï et d'un avenir meilleur. 4 ans plus tard, ils craignent le scénario somalien dans un pays plongé dans le chaos et livré aux milices. Le 23 octobre 2011, 3 jours après la capture et la mort de Mouammar Kadhafi, les autorités de transition avaient proclamé la libération totale du pays depuis Benghazi, 2e ville du pays et berceau de la révolte, au terme de 8 mois de conflit. Pour ce 4e anniversaire, les autorités n'ont annoncé aucun programme pour fêter cette journée désormais fériée en Libye. Le contexte ne s'y prête guère car des combats meurtriers font rage depuis plusieurs jours à Benghazi comme dans l'ouest du pays entre les forces pro-gouvernementales et des milices rivales. Après Benghazi en juillet, la capitale Tripoli est tombée à son tour fin août 2014 au mai d'une coalition de milices à l'issue de plusieurs semaines de combats meurtriers.
Ces violences et l'insécurité persistante à Tripoli ont poussé la grande majorité des pays occidentaux à évacuer leurs ressortissants et à fermer leurs ambassades. Le gouvernement et le Parlement reconnus par la communauté internationale ont été contraints de s'exiler à l'extrême est du pays, tandis que leurs rivaux formaient un gouvernement parallèle à Tripoli. De nombreux Libyens ont avoué regretter le passé. 4 ans après la révolution libyenne, les espoirs d'un essor économique et d'une transition démocratique paisible se sont ainsi évanouis dans ce riche pays pétrolier où les combats détruisent quotidiennement ce qui reste d'infrastructures déjà vétustes. Hier mardi, le procès de Dominique Strauss-Kahn, accusé de proxénétisme aggravé, s'est poursuivi à Lille en France avec les réquisitions. Le procureur a requis la relace pure et simple pour l'ex-patron du FMI. Selon ce procureur, des preuves manquent contre l'ancien directeur du Fonds monétaire international. Les détails. Il a toujours clamé son innocence. Les faits semblent aujourd'hui lui donner raison. Dominique Strauss-Kahn, qui est jugé pour proxénétisme aggravé après le scandale sexuel de l'hôtel Sofitel de New York, pourrait bénéficier d'une relaxe pure et simple. C'est du moins la conclusion à laquelle a abouti le procureur en mettant dans la balance tous les éléments à charge et à décharge. Selon lui, ni l'information judiciaire ni l'audience n'ont permis d'établir la preuve de la culpabilité de DSK qui, vraisemblablement, ignorait que des prostituées participaient aux soirées libertines auxquelles il prenait part. Lundi déjà, l'ex-patron du FMI avait bénéficié d'une bonne surprise. 2 avocats de plaignants ont annoncé qu'ils abandonnaient les poursuites engagées à son encontre. Si l'avenir de DSK semble ainsi dégagé, il n'en est pas de même pour certains de ses 13 co-prévenus. Le procureur a réclamé 1 an de prison ferme pour un propriétaire de maison close en Belgique, connu sous le sobriquet de Dodo la Saumure. 5 autres prévenus pourraient écoper de 3 à 15 mois de prison avec sursis. Des victimes d'abus sexuels par des prêtres en Amérique ont réclamé en début de semaine au Mexique que le pape François prenne des mesures. Ils exigent que les responsables et complices de ces actes soient traduits devant la justice. Les victimes estiment que les bonnes paroles du pape François ne suffisent pas. Les images. Unis dans un réseau réunissant des victimes argentines, chiliennes, nord-américaines, mexicaines, dominicaines ou encore péruviennes, ce groupe a adressé une lettre au pape indiquant que les paroles ne suffisent pas plus que les gestes ambigus et contradictoires qui ne débouchent sur aucun progrès vers la vérité et la justice. Ils demandent dans leur courrier le renvoi devant la justice des auteurs d'actes pédophiles pour mettre fin à ce grand holocauste qui a vu des milliers de petites filles et de petits garçons sacrifiés pour éviter le scandale et préserver l'image et le prestige des représentants de l'Église catholique dans le monde. Il faut que le pape François et les dignitaires de l'Église ouvrent les dossiers et les donnent à la police et qu'ils renvoient les évêques complices qui ont dissimulé ces crimes. Il est temps de reconnaître ceux qui ont tiré le signal d'alarme comme des héros. En février 2014, l'ONU avait accusé le Vatican d'enfreindre la Convention des droits de l'homme dans ses affaires d'abus sur mineurs. Depuis son élection en mars 2013, le pape François a défendu une tolérance zéro face à ces actes et s'est engagé à lutter contre la pédophilie dans les rangs de l'Église. C'est une grande peine, un sentiment de trahison et de déception que l'on ressent à l'égard du pape François, qui dit de si belles choses mais agit différemment. Sous son prédécesseur Benoît XVI, le Vatican avait suspendu secrètement en 2011 et 2012 environ 400 prêtres pour des abus sur des mineurs qui ont été soumis à des procédures judiciaires au Saint-Siège sans que soient informés les victimes ni leurs avocats. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis.